Et à 7h42, l'invité politique de la semaine pour l'émission hebdo politique de la campagne présidentielle avec la rédaction de France Culture, c'est le ministre des Affaires européennes, Jean Leonetti. Bonjour Monsieur Leonetti. Bonjour. Alors, un invité, si j'ose dire, à faire à double facette, parce que bien sûr, nous parlerons avec vous, et notamment par vos fonctions actuelles de ministre des Affaires européennes, de l'actualité européenne, entre projets de taxe Tobin, préparation du sommet du 30 janvier prochain, de la situation de la Grèce, mais nous en profiterons aussi pour vous poser quelques questions d'éthique et de santé ce matin. Vous n'êtes pas sans savoir que quelques scandales sanitaires secouent notre pays, entre implants mammaires défectueux, Mediator, injections antirides dangereuses, et que pas plus tard qu'hier, le président de la République s'est félicité de sa politique de santé et de son action en matière de bioéthique. L'occasion donc de commenter ce bilan avec vous, Jean Leonetti. Je rappelle que vous avez été président du comité de pilotage des États généraux de la bioéthique en 2009 et que vous avez été président de la Fédération hospitalière de France. Mais auparavant, Hubertas, quelques questions d'actualité chaude, immédiatement politique. Oui, et sur le climat politique dont je parlais tout à l'heure dans le billet, Bernard Accoyer qui nous transforme les présidentielles en guerre, l'opposition en ennemi intérieur. Est-ce que vous approuvez cela, ce ton, vous, l'homme de la droite humaniste, ou encore Jean-François Copé qui se targue de rejouer Massacre à la tronçonneuse ? Il y a deux éléments dans ce que vous posez comme question. Le premier élément, oui, je suis un modéré et je considère que la politique, c'est pas la guerre, et en tout cas que les adversaires politiques sont pas des ennemis. Je pense en revanche que nous sommes dans une période de crise comme la France n'en a pas connue depuis 1929, et que cette crise n'est pas terminée, et que nous savons que nous pouvons, par exemple, voir l'euro exploser, l'Union européenne se défaire, nos fondamentaux disparaître. Et donc, effectivement, lorsque l'on dit ça, on dit, voyez, ils sont en train de dramatiser pour faire peur. Et puis quand on pose une question sur est-ce que vous pensez que l'euro va survivre, et que la réponse légitime, elle est de dire non, ça va bien se passer, alors à ce moment-là, le politique est accusé, tout va très bien, Madame la Marquise. Eh bien, je crois qu'il faut que les Français, et ils l'ont fait, prennent conscience que nous sommes dans une période cruciale et que les choix que nous allons faire maintenant, choix des idées, choix des hommes, seront des choix de société, et que notre société, elle peut en être ébranlée. Mais c'est pas le ton que nous avons entendu hier, d'une façon générale, c'est pas le ton de la campagne. Là, vous nous faites une réponse humaniste. On n'a pas l'impression que le ton de la campagne soit parti pour être très, très humaniste. Écoutez, moi j'ai écouté plusieurs fois le président de la République, à la fois en Conseil des ministres et à l'extérieur, dire qu'il fallait que nous nous battions sur les idées, et qu'il n'était pas question d'attaquer les hommes ou d'avoir des caricatures. Donc je continue à être dans l'axe du président de la République lorsque je vous fais une réponse à la fois modérée, humaniste, mais déterminée. Tiens, une réponse déterminée, j'en appelle une à cette question. Jean Leonetti, pour nos amis du CSA, que ce soit bien clair, puisque cette émission se fait dans le cadre de la campagne présidentielle, vous êtes toujours bien à l'UMP. Et je me demande pourquoi vous posez cette question. Vous allez voter pour qui? Que ce soit bien clair, je parle à l'attention de nos amis du CSA qui contrôlent les temps de parole. Vous allez voter pour qui au premier tour au mois d'avril prochain, et au second au mois de mai prochain? Écoutez, alors c'est terrible, parce que vous êtes en train de me dire que si je dis la vérité, c'est-à-dire que je suis à l'UMP, que je suis ministre de Nicolas Sarkozy et que je voterai pour lui, c'est en train d'être amputé du temps de parole de ma formation politique. Vous l'amputez pas, vous l'utilisez. Voilà, rien du tout. Donc je vais continuer cependant à vous dire la vérité. Oui, je n'ai pas changé sur ce point. Je pense que à la fois Nicolas Sarkozy a un bon bilan, et qu'en même temps, il est celui qui est capable, en période de crise, de garder nos fondamentaux et nos valeurs françaises, et de faire en sorte que nous passions cette crise et que nous en sortions plus forts. Alors, vous lui dites quand même juste, il faut se présenter maintenant, il faut le dire une fois pour toutes, ou pas, ou ça, on va attendre encore la petite comédie longtemps. de la candidature, qui n'est pas tout à fait une candidature, c'est terminé, la même Polichinelle serait dépassée. C'est fait, il est candidat. Je ne suis pas d'accord avec vous.
lorsqu'il va y avoir un sommet européen le 30 30 janvier, janvier, oui. c'est le président de la République française qui va s'asseoir face à Angela Merkel et face à 27 autres chefs d'État. Les autres chefs d'État sont pas en campagne électorale. Eh bien, le nôtre, il doit pas être fragilisé par une campagne Mais électorale. il est dans la campagne électorale, enfin. Il est candidat. Il Tout le monde le sait. il sera probablement candidat. Aujourd'hui, il est président de la République et ça serait lui lever de sa force et de sa légitimité de président de la République s'il était le candidat qui va négocier un Vous traité. pensez que Mme Merkel n'est pas au courant? Je pense que Mme Merkel sait regarder le sait calendrier. qu'elle est- Elle sait bon. regarder 2012 Donc et les 2013. 27 sont au courant, il n'est pas handicapé, il est candidat, puis il est président, puis c'est comme ça. Non, je pense que les décisions que prend le président de la République, elles sont prises aujourd'hui dans l'intérêt de la France et non pas dans l'intérêt d'un candidat. Et c'est donc une bonne chose qu'il soit président de la République et pas encore candidat. Bon, eh ben, vous l'avez dit. Alors, quelques questions peut-être sur ce qui vous occupe en ce moment dans votre ministère, Jean Leonetti. L'Europe et la fiscalité, la taxe sur les transactions financières. Alors donc ça y est, la droite embrasse goulûment les idées altermondialistes ? Écoutez, je crois que la droite est pragmatique. Et elle constate, d'une part, qu'il y a une commission européenne qui remet un rapport en disant « désormais c'est possible ». Et non seulement elle dit « c'est possible », mais elle dit l'assiette, elle dit le taux, elle dit comment il faut le faire. La France constate par ailleurs que l'Allemagne est d'accord, que l'Italie emboîte le pas, et qu'un certain nombre d'autres pays sont prêts à le faire. Enfin, l'Allemagne a émis quelques réticences là récemment qu'elle n'avait pas sur le calendrier, pas sur l'objectif. Sur le calendrier Et donc, uniquement. ça correspond exactement, la proposition de la Commission européenne correspond exactement à la lettre franco-allemande. Alors, s'il y a deux économies, et peut-être trois économies, les plus importantes, la France, l'Allemagne et l'Italie, qui au niveau de la zone euro, 60 à 70% du PIB de la zone euro, qui disent on va le faire ensemble, et que la France dit je veux le faire ensemble, mais je veux le faire vite, eh bien je pense que c'est une bonne idée de mettre en place. C'est quoi le calendrier ? Le calendrier, parce que on entend d'un côté que ce serait fait pour avoir la fin du mois de janvier, donc pour le sommet en l'occurrence, ou d'autres disent ce sera avant la fin de l'année 2012. Écoutez, c'est pas tout à fait pareil. Tout le monde trouvait particulièrement imprudent qu'il y a une dizaine de jours, lorsqu'on m'interroge sur ce sujet, voilà, on me dit ça se fera en 2013, 2014. Je dis non, ça se fera avant la fin 2012. C'est vous qui avez dit avant, voilà. Et aujourd'hui, maintenant, on est en train de se dire ah ben quand même. Henri Guénaud a dit avant la fin janvier. C'est encore trop long. Non. Oui. Revenons à la stabilité. Ce qui doit se décider à la fin du mois de janvier, c'est de mettre la taxe sur les transactions financières, qui est juste économiquement, politiquement et moralement, de la mettre sur la table. De voir si nous sommes d'accord et combien de pays peuvent être entraînés par l'axe franco-allemand. Et si on voit qu'il y a beaucoup de pays, eh bien, on les mettra en place avec des calendriers qui sont différents. L'Allemagne a dit qu'elle le mettrait au printemps, la France peut le mettre en place avant. Puisqu'il faut aller vite, est-ce que c'était bien nécessaire de la refaire voter en France, puisqu'elle a déjà été votée par le gouvernement Jospin. Par le gouvernement Jospin. Oui, mais elle n'a pas été votée dans les mêmes termes. Et puis, sous ce vocable, vous avez bien vu qu'il y a plusieurs sujets. On fait une taxe. Sur quoi ? Sur les actions, sur les obligations, sur les produits dérivés. À quel taux ? À 0,1, à 0,01, Vous publiez des décrets qui le précisent, il et puis on va encore plus vite. Il est important aujourd'hui, et c'est un consensus national. La droite et la gauche sont d'accord. L'Europe est d'accord. La Commission européenne est d'accord. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, en dehors de toute polémique politique, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, quand tout le monde est d'accord et qu'on pense que c'est bien que ça se fasse, eh bien, la France soit, une fois de plus, en avance et entraîne l'ensemble des pays européens. À ceci près que si on n'est pas aussi optimiste que vous et que la France décide d'y aller toute seule, les observateurs, experts, économistes disent que ça ne servira pas à grand-chose si on est seul à l'appliquer. L'objectif de la France, c'est pas d'y aller tout seul, c'est d'y aller avant les autres. Et c'est d'y aller le plus vite possible. Pour faire l'effet d'entraînement. Nous voulons y aller ensemble, mais maintenant. Et lorsque Angela Merkel dit il est logique de passer de la parole aux actes, elle ne dit pas des choses différentes de ce que dit le président Nicolas Sarkozy. Si je puis me permettre, monsieur le ministre, elle dit aussi qu'il faudra tout de même qu'elle en parle et qu'elle convainque ses amis et l'allié libéraux allemands. Et ça, c'est pas gagné. Ça, c'est un problème. Vous le notez, effectivement, qui est un problème interne à la politique allemande. C'est qu'il y a des coalitions et que le système allemand n'est pas le même que le système français. Le président de la République en France, quel que soit le président de la République, s'appuie sur une
majorité. Et cette majorité, elle est stable, et donc il n'a pas besoin d'aller consulter tel ou tel parti de sa coalition de majorité pour savoir s'il peut continuer à avancer. Et en France, vous êtes absolument certain que ça a vraiment rien à voir avec le calendrier électoral. Ça n'a rien à voir. Nicolas Sarkozy n'y a même pas pensé une seule seconde. Écoutez, nous sommes dans une période qui est électorale. Quand vous faites rien, on vous dit que vous faites rien parce que c'est la période électorale. Et quand vous prenez des initiatives, on vous dit que vous prenez des initiatives parce que c'est la période électorale. Mais là, il y a une initiative fondamentale par jour. C'est pas le temps du fondement quand même. On est au bout du mandat. La TVA sociale, la durée du travail. Monsieur Hertas, que sur des sujets clivants, entre la droite et la gauche, on puisse accuser le gouvernement, le président de la République, d'essayer de faire de la politique politicienne à court terme en cause des élections. Je puis le concevoir. Mais sur un sujet qui est consensuel, qui est la taxe sur les transactions financières. Enfin, la finance, qui est en grande partie responsable de la crise, va contribuer financièrement, économiquement et moralement à résoudre le problème de cette crise. Tout le monde est d'accord, non seulement en France, mais dans les grands pays européens. Eh bien, c'est l'heure d'avancer. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous disiez tout à l'heure, le candidat ou le président, eh bien moi je préfère que le président préside et le candidat, à ce moment-là, en temps voulu, eh bien il proposera aux Français un avenir sur les 5 ans qui vont venir. Aujourd'hui, nous sommes dans l'action. Nous sommes dans l'intérêt général, nous sommes dans l'intérêt de la France et de l'Europe. Un mot encore sur cette taxe, à qui et à quoi seraient affectées les recettes de la taxe ? Oui, ça c'est une bonne question, parce que c'est toujours extrêmement facile d'affecter les recettes avant d'avoir perçu, de les avoir perçues. Donc oui, il faut taxer les transactions financières. Vous voyez qu'on est déjà à la deuxième phase. À quoi ça sert ? Écoutez, moi je vais vous donner 3 hypothèses sans qu'elles aient été franchement décidées. La première, c'est qu'on a une politique du développement, et cette politique du développement à l'extérieur de la France et à l'extérieur de l'Europe, elle doit être financée, et c'est d'autant plus important que nous sommes dans une période où les printemps arabes ont amené un certain nombre de pays à la démocratie, et il faut les y aider. La deuxième idée, c'est de se dire, est-ce que ça pourrait pas alimenter le budget européen ? On voit bien que le budget européen, dans un débat aujourd'hui, on dit, nous, il faut dépenser mieux plutôt que dépenser plus. Eh bien, si on pouvait avoir cette alimentation supplémentaire par la taxe, ça serait utile. Et puis, pourquoi ne pas utiliser cette taxe pour la dette des pays souverains et de faire en sorte que, dans la boucle morale, économique et politique, ceux qui ont provoqué la crise économique, financière et sociale d'aujourd'hui viennent en partie la réparer. Un mot tout à fait autre chose sur la Hongrie avant que nous terminions cette première partie dans pas très longtemps, et nous y reviendrons d'ailleurs tout à l'heure si vous voulez développer. Mais enfin la Hongrie donc avec nouveau gouvernement, nouvelle loi, nouvelle constitution mise en place par Viktor Orban. C'est une mise à l'épreuve pour l'Europe des droits de l'homme. Jean Leonetti, vous avez déclaré le 9 janvier dernier, il faut rendre l'Europe populaire pour qu'elle ne devienne pas populiste. Vous faisiez allusion à la Hongrie ? Non, je faisais allusion à ce qui existe dans tous les pays, dans le nôtre aussi. Une poussée de l'extrême droite, de la démagogie, du populisme. On s'attend à un sondage catastrophique publié dans Le Monde de cet après-midi, avec des chiffres de sympathie ou d'empathie envers les idées d'extrême droite épouvantables. Je n'en sais pas plus. J'attends Le Monde. Écoutez, je pense que je ne suis pas suspect de ne pas avoir combattu l'extrême droite. Et donc, lorsque je vous dis que l'Europe sera populaire ou populiste, je vous dis simplement que dans les périodes de crise, le populisme et la démagogie, elles fleurissent sur le terreau de la difficulté, de la crise et de l'angoisse. Et que donc nous devons donner des perspectives, mais ces perspectives, elles nécessitent la lucidité et le courage, et je crois que le président Nicolas Sarkozy en est capable. 8h16, c'est l'heure du débat et de l'introduction à ce débat par Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc Vincher. Bon alors vous voulez dire devant le ministre Jean Leonetti, enfin la campagne commence. Mais oui, parce que jusqu'à présent, franchement, nous avons vécu une situation étrange. À presque 100 jours d'une échéance électorale décisive, on avait l'impression que les programmes des 2 principaux candidats étaient encore en cours d'élaboration. Il y a pourtant le feu à la maison, la boule de neige de la dette publique menace d'échapper à tout contrôle, il n'y a pas de consensus franco-allemand sur les moyens de mettre fin à la crise de l'euro, la désindustrialisation de notre pays condamne au chômage un pourcentage extravagant de nos concitoyens, notre système de protection sociale prend l'eau depuis des
années et ne tient lui aussi que grâce au recours à l'endettement. Il faut savoir que nous allons devoir emprunter cette année 40 milliards de plus pour en financer la dette. L'électeur réclame des solutions, on lui offre jusqu'à présent des postures. Nous avons un président qui fait semblant de gouverner comme s'il ignorait que son bilan s'apprête à passer devant le verdict des urnes, et nous avons un candidat de l'opposition qui semble en être encore à tester quelques ballons d'essai afin de dégager les axes d'un futur programme qui sera bouclé, nous dit-on, le 26 janvier. Sont au moins apparus 2 projets qui pourraient bien embrayer sur le volet de la réforme fiscale, un thème qui devrait être en effet prioritaire. Et ces 2 projets sont l'un et l'autre en rapport direct avec la politique familiale, et c'est sans doute la raison pour laquelle ils sont l'objet d'une très grande vigilance. La France est comme on sait l'un des très rares pays en Europe à ne pas être en train de commettre un suicide démographique, et c'est probablement à cette sage politique familiale qu'elle le doit. Or voici qu'à gauche on annonce vouloir s'attaquer au quotient familial, et qu'à droite on voudrait dispenser les employeurs du financement de la branche famille de notre sécurité sociale. Dans les 2 cas, nous avons eu droit à une très belle cacophonie. Côté quotient familial, c'est Manuel Valls, porte-parole du candidat socialiste, qui annonce sa suppression pure et simple et son remplacement par un crédit d'impôt de 607 € par enfant. La gauche a fait ses comptes. Sur les 36 millions de foyers français, la moitié ne paie pas d'impôt sur le revenu du tout. Leurs revenus sont trop faibles. Du coup, ceux d'entre eux qui élèvent des enfants ne bénéficient pas de l'équivalent du quotient familial. Or, celui-ci, même plafonné, avantage bien plus les foyers aisés que les familles aux revenus moyens. Dans la première version du projet socialiste, les familles bénéficiant du quotient familial devaient reverser 3,5 milliards d'euros à celles qui ne sont pas imposables afin de financer ce crédit d'impôt. Clairement, les familles riches n'auraient pas été les seules à y perdre, les familles aux revenus moyens aussi. D'où un recadrage du projet de réforme par le candidat. On s'oriente désormais vers un nouveau plafonnement des avantages fiscaux du quotient familial et non pas vers sa suppression pure et simple. À droite donc, on cherche des moyens d'alléger les charges sociales pesant sur le travail afin de favoriser l'emploi, tout en taxant davantage les produits importés. Et on croit avoir trouvé un moyen de combiner les 2 avec cette fameuse TVA sociale. Mais pourquoi faire financer, on pose la question, pourquoi faire financer la branche famille de la sécurité sociale par les entreprises? Pourquoi ne pas en charger la taxe plutôt sur la consommation, la TVA? Donc sans doute, mais reste cette évidence massive, ce sont les foyers les plus modestes qui consomment la plus grande part de leurs revenus et les plus aisés qui peuvent épargner. Tout relèvement de la TVA se traduira donc mécaniquement par une baisse de la consommation populaire. Et c'est pourquoi la gauche préfère, elle, un relèvement de la CSG. Par ailleurs, une baisse marginale des cotisations pesant sur le travail, nous répète le patronat lui-même, ne réglera pas la question décisive de la perte de notre compétitivité, de la perte de compétitivité de nos produits sur les marchés mondiaux. En tous les cas, réjouissons-nous que la campagne électorale daigne enfin s'ouvrir. Jean Leonetti, ministre chargé des Affaires européennes. Réaction, commentaire. Je vous ai vu prendre plein de notes à la chronique de Brice. Non, c'est intéressant. En fait, votre commentaire, c'est de dire la campagne est enfin ouverte. Enfin, et c'est bien tard, bon, vu l'état du pays. Et c'est bien tard. Mais je vais vous rétorquer. En fait, le gouvernement continue à agir. Et qu'est-ce qu'on dirait si le gouvernement s'était arrêté et fasse du verbe au lieu de l'action? Et en revanche, de l'autre côté, du côté de l'opposition, vous avez soit des refus, par exemple, le Parti socialiste français est le seul qui refuse la règle d'or. Dans toute l'Europe, tous les partis socialistes sont d'accord, il n'y a que le Parti socialiste français qui est contre. Ou bien il fait des propositions, et quand il fait une proposition, c'est une cacophonie. Monsieur Valls dit une chose, Monsieur Sapin en dit une autre, et Monsieur Hollande n'arrive pas à arbitrer entre les deux, et que finalement, on se trouve dans une situation où ils avancent un peu, ils modifient, ils reculent. Et donc, il y a effectivement une action qui continue pour la majorité, et puis pour l'opposition, il n'y a aucune proposition qui émerge. Or, le Parti socialiste, ça fait 5 ans qu'il est dans l'opposition. Ça fait 5 ans qu'il dit, vous allez voir ce que vous allez voir. Ça fait 5 ans qu'il dit, vous allez voir, nous allons faire des propositions innovantes. Nous avons réfléchi. Ils n'ont toujours pas réfléchi, ils sont toujours pas d'accord. Et ça, c'est une marque forte. Tout à l'heure, on parlait de la crise. La crise, c'est, vous l'avez dit, il y a le feu à la maison dans votre commentaire. Et j'ai pris cette note. Oui, il y a le feu à la maison. Eh bien, ça réclame de l'action, ça réclame du courage, ça réclame de la lucidité, ça réclame de la détermination. Je ne vois aucune de ces qualités dans l'opposition actuelle.
Vous êtes certain que, Hubert Huertas. que l'action que vous engagez soit une action concrète quand on lance un chantier comme la TVA sociale? La TVA sociale, c'est en fait une réforme fiscale. Une réforme fiscale, c'est colossal. Très sérieusement, on a le temps en 3 semaines de mener une réforme fiscale ou bien on a le temps de lancer l'idée dans une campagne électorale? Jean Leonetti. C'est un peu plus qu'une idée, parce qu'il peut y avoir un collectif budgétaire, et un collectif budgétaire, il peut décider. Quand vous avez en main la responsabilité de la France, et dans une période dans laquelle... Mais pourquoi pas l'avoir fait avant? Je vous aviez reprends 5 le années. feu est à la maison. Enfin, Parce que ça vous prend un mois avant, on va faire comme ça une session extraordinaire, sachant que le contexte est ce qu'il est, que vous allez avoir une opposition vent debout. Vous n'allez pas y arriver, très clairement. Donc vous le dites pour le dire. vous dites qu'on va pas y arriver. Moi, je dis que vous dites qu'on va y arriver. Et en même temps, tout à l'heure, on disait c'est de la démagogie, mais c'est pas facile d'avoir une décision de la part du Premier ministre François Fillon de faire un plan de rigueur. Vous trouvez que c'est électoraliste de faire un plan de rigueur? Mais parce que c'est l'intérêt général de la France et parce que c'est nécessaire, on fait un plan de rigueur. Et ça, vous ne pouvez pas dire, vous le faites pour faire semblant, vous le faites pour parler. Parce que si on avait pu s'en passer, je vous garantis, M. Huertas, qu'on se serait passé du plan de rigueur. Mais seulement, on a des engagements. Et ces engagements, c'est que, oui, on réduise la dette. Le cancer de ce pays, de nos pays, c'est une dette cumulée, une régulation financière insuffisante. Eh bien, on va réguler la finance et on va éponger la dette. Et pour la première fois, depuis 1945, en volume, la dépense de l'État a diminué. Pour la deuxième fois, les dépenses de sécurité sociale ont été stabilisées. Ça veut dire que les efforts qu'ont fait les Français, le courage qu'a eu ce gouvernement, eh bien, il porte ses fruits et il n'est pas question de s'arrêter en chemin. Jean Leonetti, je voudrais maintenant parler au ministre des Affaires européennes et je vais rebondir. Comme vous l'avez fait, j'ai bien entendu la phrase de Brice, il y a le feu à la maison. Je préfère que ce soit lui qui l'ait dit, parce que si je l'avais dit, on aurait dit vous dramatisez anormalement. Ah non, on pourrait aussi vous dire que c'est votre responsabilité après 5 ans au pouvoir. Oui, mais sauf que la situation internationale de la crise, elle n'est pas directement suscitée par le pouvoir en place. Enfin, c'est vous qui la gérez. À propos du feu à la maison, d'abord, question de contexte, de ce qu'on entend. Il y a un mois, clairement, il y avait le feu, et le discours, c'était « il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu », et c'était presque « nous allons brûler tous ensemble », sauf si... Enfin, c'était extrêmement dramatique. On est maintenant le 12 janvier, il n'y a plus le feu, on n'en entend plus parler. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va bien tout d'un coup ? Attendez que Standard & Poor's se dégrade de la France mardi, par exemple, et on verra ce qui se passera. On n'en parle plus. Et d'ailleurs, on va en reparler parce que dans la deuxième question que je voudrais que nous traitions et que nous avons décidé de traiter, la Grèce. Mais d'abord, cette question. Avant le 9 décembre, il y a un sommet qui va se présenter. Dans ce sommet, s'il n'y a pas de traité nouveau, s'il n'y a pas cet équilibre entre la discipline budgétaire qu'on impose à tous et la solidarité au travers, on va dire, d'un fonds monétaire européen pour simplifier les termes, eh bien oui, l'Europe peut se défaire et l'euro peut exploser. Et personne ne peut contester que s'il n'y avait pas eu d'accord le 9 décembre, eh bien, on aurait abouti à une situation explosive. Et donc, ce 9 décembre, effectivement, il y a une intensité dramatique et, comme vous le dites, eh bien, il y avait le feu. Il n'y a pas eu d'accord concret. Il y a un accord qui est annoncé et qui doit être mis en œuvre. L'accord est fait. L'accord, il tient sur la convergence, et c'est pour ça qu'il y a une organisation sur la TVA avec une diminution du coût social du travail, une convergence entre les pays, en particulier la France-Allemagne. Il y a une gouvernance économique. Imaginez, il y a 5 ans, qu'on dise on va faire une gouvernance économique européenne, personne l'aurait imaginé. Il y a une discipline budgétaire, c'est la règle d'or pour laquelle tout le monde est d'accord, sauf le Parti socialiste français. Et puis, il y a une solidarité qui fait que lorsqu'un pays est en difficulté, eh bien, au travers des mécanismes mis en place, on vient à son secours parce qu'il a adopté la discipline. Ça veut dire que tout ça, le 9 décembre, ça se décide. À la fin du mois de janvier, ça se finalise. En mars, le traité est signé. Si vous trouvez qu'on attend beaucoup, il y a une petite contradiction, si je peux me permettre, dans ce que vous dites. Ou bien vous dites, vous n'agissez pas assez,
et moi je vous prouve qu'on est en train d'agir et d'agir efficacement. Ou bien vous dites, mais vous êtes en train de faire de la fumée et en réalité il n'y a pas le feu à la maison, et alors vous êtes en contradiction avec ce qu'a dit intelligemment Brice Tentrel. Brice Couturier. Couturier. Allez, c'est à vous, Brice. Un des très bons observateurs de la politique européenne est inquiet, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Il publie une chronique dans Le Point qui sort aujourd'hui, qui est très alarmiste et qui met le doigt sur un des problèmes qui n'a pas été traité en réalité et qui explique pourquoi ça continue. On le sait bien, une monnaie unique, une monnaie commune exige forcément un environnement économique qui soit homogène et unifié. Or, dit Valéry Giscard d'Estaing, ce qui s'est passé en réalité au cours du sommet dont vous parlez, c'est que ce sont les instances de l'Union européenne à 27 qui ont pris le pouvoir sur la monnaie. Et Giscard dit, lui, qu'on aurait bien mieux fait de s'entendre entre les 17 qui pratiquent la monnaie commune. Et que si ça ne marche pas, enfin je résume un article qui est long et ambigu comme tout ce qu'écrit Giscard, mais qui est intelligent comme tout ce que fait Giscard aussi, il insiste sur le fait que pour gérer l'environnement économique de la monnaie unique, il faut se mettre d'accord entre les 17 et non pas laisser, comme il dit, le lobby européen, c'est Giscard qui parle ça, du lobby européen de Bruxelles, s'insérer dans la gestion de la zone euro. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela, vous qui êtes ministre des Affaires européennes? Jean Leonetti. Voilà, on va essayer de rester intelligent tout en sortant de l'ambiguïté. J'ai beaucoup de respect pour Valéry Giscard d'Estaing. Je dis simplement que aujourd'hui, on a une monnaie unique et on n'a pas une gouvernance économique unifiée. Et que c'est ça la faiblesse de l'Europe. Il n'y en a pas d'autre. Elle est meilleure sur tous les plans, par rapport à la monnaie américaine, par rapport à la monnaie chinoise, par rapport au développement, par rapport à la compétitivité. Il y a une faiblesse, il y a une monnaie unique et il n'y a pas de gouvernance de cette monnaie unique. Alors, la deuxième question, c'est, oui, c'est les 17 qui doivent décider. C'est pas notre faute si, lorsque le président de la République propose quelque chose avec Angela Merkel pour les 17, eh bien, il y en a 26 qui disent qu'ils sont d'accord. Donc on ne va pas les mettre à la porte. Et en même temps... Il y a un poids lourd qui dit je reste dehors. Le poids lourd qui dit je reste dehors, il est isolé et il demande immédiatement à venir se rasseoir à la table. Comme observateur. Comme observateur pour continuer à travailler. Eh bien oui, nous avons une Europe à deux vitesses et on va l'assumer. On va assumer qu'il y en a qui veulent plus d'Europe. C'est la France, c'est l'Allemagne, c'est d'autres pays. Il y en a qui en veulent moins d'Europe. C'est la Grande-Bretagne. Il y en a qui veulent plus de régulation des marchés financiers. C'est la France. Il y en a qui en veulent moins. C'est la Grande-Bretagne pour protéger la City. Eh bien, oui, il va y avoir deux vitesses. Et oui, il va y avoir une Europe plus intégrée. Et puis, ça n'empêche pas qu'il y a une Europe avec un marché intérieur, avec une organisation. Mais les 10 qui ne sont pas dans les 17 ne peuvent pas décider à la place des 17. Vous êtes un fédéraliste qui souffre, Jean Leonetti? Non. Fédéraliste convaincu qui souffre? Je ne suis pas un ultra-fédéraliste. Je continue à penser que le respect des États et le respect des nations dans leur diversité fait la force de l'Europe. Et donc, je ne suis pas pour une gouvernance par une commission. Je préfère que ce soit qu'il y ait un ancrage politique. Tout à l'heure, on disait, il ne faut pas que l'Europe soit populiste, il faut qu'elle soit populaire. Pour qu'elle soit populaire, elle s'appuie sur un Parlement. Elle s'appuie sur des dirigeants qui ont été élus au suffrage universel. Lorsque Nicolas Sarkozy prend une décision, il la prend parce qu'il a la légitimité du peuple français derrière lui. Et lorsqu'il se retourne vers le Parlement européen, c'est des gens qui ont été élus par des peuples. Si on fait un système de fédéralisme dans lequel on a l'impression que c'est une technocratie bruxelloise qui décide à la place des peuples, alors là, oui, vous aurez du populisme et vous aurez de la démagogie et un jour, l'Europe se défera et nos valeurs en même temps. Vous nous avez dit que tout à l'heure, donc le 9 décembre, on a éteint l'incendie, le 30 janvier, on va en quelque sorte remettre les meubles dans la maison et puis en mars, ok, tout va être calé. Vous n'êtes pas un petit peu optimiste ? Si j'ai bien lu quelques dépêches, quelques reportages, si je suis bien informé, avec la Grèce, c'est pas calé du tout, hein. On en est où alors exactement, monsieur le ministre des Affaires européennes ? Alors, permettez-moi quand même, une fois de plus, une remarque. Vous avez dit tout à l'heure que je dramatisais, que j'étais pessimiste. Vous êtes en train de dire que maintenant, je suis excessivement optimiste. Donc, essayons d'avoir la lucidité. Je fais un tout petit peu de provocation pour c'est avoir normal, des c'est normal. Mais ça intéressantes. rappelle quand même que lorsqu'on dit la vérité et qu'elle est dure à entendre, on est accusé de pessimiste. Et lorsqu'on trace des perspectives d'espoir, on est optimiste. La Grèce est un pays qui est en grande difficulté. Elle a d'abord
un plan de redressement qui est sévère et que courageusement et à la suite d'une transition politique, le gouvernement grec est en train de mettre en place avec l'aide du peuple grec. Et permettez-moi de faire une petite remarque, je constate que chaque fois qu'un gouvernement change dans l'Europe, même en situation de grande crise, il remet au pouvoir un gouvernement qui est pour l'Europe et pour l'euro. Le deuxième point, c'est que l'Europe aide la Grèce. Et elle l'aide parce qu'elle a la discipline. Il ne peut pas y avoir de discipline simple sans solidarité. Il ne peut pas y avoir de solidarité simple sans discipline. C'est ce couple, discipline, solidarité. Le temps va être long. Ce n'est pas demain que la Grèce va sortir de la difficulté dans laquelle elle se trouve. Parce qu'il faut de la croissance, et la croissance générera l'emploi, mais il faut passer par cette phase. Eh bien, il y a un accompagnement par la Banque Centrale Européenne, par le Fonds Monétaire International et par l'Europe, qui accompagne dans les réformes la Grèce. Les réformes, elles ne vont pas donner du jour au lendemain un résultat. Il semble que les choses soient un petit peu plus difficiles que ce qu'on l'escomptait après le changement de gouvernement quand même. Elles le seront, et elles le seront pendant longtemps. Et de même que vous ne me ferez pas dire que lorsque le traité sera signé en mars, le problème sera définitivement réglé. Parce que le moyen, c'est la discipline budgétaire pour ne pas creuser la dette et la solidarité entre les États européens pour avoir une gouvernance économique. Mais l'objectif, c'est la croissance et l'emploi. Et la croissance et l'emploi... Mais qui est quand même la grande oubliée, régulièrement. Non, parce que de temps en temps, on se concentre sur l'outil. Gauche ou droite, les politiques de rigueur pour sortir de la crise... On se concentre sur l'outil et on oublie l'objectif. L'outil, c'est la discipline budgétaire et la solidarité au travers du Fonds monétaire européen. Rigueur. L'objectif, non mais le Fonds monétaire, c'est quand même pas la rigueur, c'est l'aide, c'est la solidarité. Mais l'objectif, c'est la croissance et l'emploi. Et pour la croissance et l'emploi, eh bien, je vais vous donner ma version qui est personnelle. Je crois qu'au moment où l'ensemble des États membres sont dans des difficultés de plan de rigueur, eh bien l'Europe, c'est une Europe de la relance qu'il faut mettre en place. Une Europe de la compétitivité. Une Europe dans laquelle la réciprocité, c'est-à-dire des règles de commerce avec le reste du monde sont plus strictes. On sort d'une Europe naïve, on rentre dans une Europe réaliste, mais c'est une Europe compétitive qu'on est en train de construire. Alors, une Europe réaliste. Dans quelques instants, nous aborderons avec vous, Jean Leonetti, des questions de santé. Je rappelle que vous êtes médecin et que vous avez toute autorité pour parler de ces questions-là qui secouent pas mal aussi en ce moment l'opinion. Je rappelle voilà, que vous avez été président de la Fédération hospitalière de France, notamment. Mais pour l'heure, à 8h34, la réalité européenne, donc, c'est le coup d'œil de Thomas Cluzel sur le Paris Match de cette semaine. Voilà, absolument, avec un article de Jean-Christophe Ruffin. Alors que nous dit... de l'Académie française. De l'Académie française, écrivain, ancien diplomate, médecin. Alors que nous dit-il, les dictatures, comme les robes, suivent la mode. Dans les années 30, souvenez-vous, la tendance était plutôt au coup d'État. Mais à présent, c'est vrai, il est loin le temps où Hitler et consorts cherchaient leur inspiration chez Malaparte en lisant Technique du coup d'État. L'après-guerre a mis les révolutions au goût du jour, maoïsme, castrisme, il y en a eu à l'époque pour toutes les bourses. Et aujourd'hui, alors que la météo, c'est vrai, n'est pas clémente pour les autocrates, les tyrans sont contraints, dit-il, de se montrer plus rusés. La bonne méthode de nos jours, pour tous ceux que tente le pouvoir absolu, est de se déguiser en démocrate. Il faut faire des élections, quitte à les truquer, nommer des commissions électorales que l'on déclarera aussitôt indépendantes, respecter la Constitution, après avoir bien sûr pris soin de la retailler à sa mesure. L'heure, on ne vous le dira jamais assez, est à la démocratie. Alors voilà qu'au cœur même de notre vieille et croyons-nous très démocratique Europe, nous avons justement un exemple parfait de ce que l'on pourrait appeler une dictature à visage démocratique ou, si l'on veut, une démocratie en voie de métamorphose autocratique, la Hongrie de l'inénarrable Viktor Orban. Alors, Orban Viktor, comme on dit à Budapest, peut faire l'ingénu. Comment on ose nous critiquer? Nous avons été élus par le peuple, notre constitution et toutes les lois que vous contestez ont été régulièrement votées par les députés. Et c'est qu'il a raison, le bougre. Tous ces arguments sont véridiques et pourtant,
Et pourtant, il se moque de nous, écrit encore Jean-Christophe Ruffin, car son projet est authentiquement tyrannique. Il est en train, sous notre nez, d'installer un pouvoir à vie, mais il a en effet l'intelligence de le faire à la mode d'aujourd'hui, donc, c'est-à-dire en respectant la forme de la démocratie pour mieux en trahir le fond. Alors bien sûr, ce petit pays n'est ni la Russie ni l'Iran, sauf que le danger du régime Orban n'est pas dans ses moyens d'action internationale, mais dans son exemplarité. Il y a risque de contagion aujourd'hui, car l'ennemi des démocraties, ce n'est plus un modèle concurrent, comme à l'époque soviétique. Non, le danger, c'est la caricature, la subversion par l'intérieur, la transformation de la démocratie en son contraire par l'action de partis qui se présentent comme démocratiques, mais nourrissent en réalité un projet qui n'a rien de républicain. L'expérience hongroise au cœur de l'Union européenne est un exemple plus que fâcheux, mortel. Voilà pourquoi il est nécessaire de le démonter et de faire tomber les masques. Et Jean-Christophe Ruffin de conclure, j'espère que l'Union européenne saura utiliser les armes dont elle dispose pour faire échouer le hold-up d'Orban sur la Hongrie. Un commentaire, on a déjà un peu évoqué cette question en première partie, mais un commentaire sur cet article de Jean-Christophe Ruffin, Jean Leonetti. Le premier commentaire, c'est de dire que la Hongrie, effectivement, les hommes au pouvoir n'ont pas été au pouvoir par des élections truquées. Et donc, vous avez utilisé deux mots, démocratie et république. Et c'est intéressant de différencier l'un de l'autre. On peut amener au pouvoir, par la volonté du peuple, des pouvoirs autocratiques. Et il n'est pas incompatible de dire, oui, il y a un pouvoir fort, il y a un pouvoir qui éteint en partie l'opposition, les médias, mais en même temps, il a la légitimité démocratique. Je me permets de le rappeler, nous sommes une république des valeurs. Et effectivement, on peut être démocrate, on peut élire des gens de manière démocratique qui n'ont pas des valeurs républicaines. Cette parenthèse étant faite et importante, que doit faire la France? Que doit faire l'Union européenne? C'est ça la question. Le ministre d'État Alain Juppé a évoqué ce problème. Mais en même temps, ça n'est pas à la France, en fonction des traités, parce qu'on respecte les traités et les accords internationaux, c'est pas à la France à s'immiscer à l'intérieur des affaires. On doit alerter, et la semaine prochaine, je rencontrerai le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, après avoir rencontré la ministre des Affaires étrangères, parce que la France tient un langage de vérité, et en même temps, c'est l'intérêt, à mon avis, du gouvernement hongrois, qui est en grande difficulté économique. Le deuxième point, c'est qu'il y a un certain nombre de points, la Constitution, nomination des juges, la banque qui n'est pas indépendante, tout cela n'est pas conforme au traité européen. Eh bien, puisque ça n'est pas conforme, la Commission va émettre un certain nombre de rappels à l'ordre, avec toute une procédure qui est une procédure connue, et qui est une procédure qui peut aller jusqu'à la sanction. Et donc, effectivement, la procédure est en place. Maintenant, si vous me posez la question, qu'est-ce que c'est l'Europe? Eh bien, je vais vous répondre, l'Europe, c'est tout sauf uniquement un problème économique, un problème financier. L'Europe, c'est une civilisation, c'est une culture, c'est l'établissement de valeurs. Et quand vous regardez le traité et l'article 2 du traité, l'article 2 du traité, il parle de droits de l'homme, de droits fondamentaux, de démocratie, de liberté, de pluralisme. Eh bien, oui, l'Europe qui se construit, elle doit être vigilante sur ce point. Parce que ça ne servirait, pardon de le dire de cette façon un peu caricaturale, à rien que l'Europe s'en sorte économiquement si, en même temps, elle n'était pas porteuse de culture, de civilisation et de valeurs. Ce qui veut dire que vous êtes favorable à ce qu'on hausse le ton vis-à-vis de la Hongrie? Je suis favorable à ce qu'on emprunte que les méthodes et les voies qui sont les voies des traités. C'est à la Commission à faire respecter les traités. C'est la Commission qui doit donc... Vous savez que c'est affreusement compliqué, que ça peut durer très longtemps et que ça peut ne pas aboutir. Non, ça aboutira. Parce qu'en même temps, la Hongrie a besoin de l'Europe. Et le peuple hongrois a besoin de l'Europe. Et donc, je suis bien persuadé que, le dialogue est indispensable et la concertation avec le gouvernement, que 2, la Commission doit faire son travail et elle le fait, et amener
la Hongrie à respecter le traité. Et puis, 3, on doit avoir une solidarité vis-à-vis du peuple hongrois. Je rappelle que ce peuple a beaucoup souffert dans le passé et qu'il a subi un totalitarisme d'un autre aspect, mais d'un autre monde, et qu'il ne faudrait pas oublier que c'est une jeune démocratie qu'il faut aider à continuer à aller vers l'Europe plus intégrée, la démocratie et le respect des droits de l'homme. Oui, enfin, là où, sans faire de politique fiction, là où ça risque de se compliquer, c'est si au fond, au cours des élections diverses et variées que les pays européens vont traverser, chaque pays voit son extrême droite arriver dans les urnes avec 17-20% d'intention de vote ou de vote réel. Ça va compliquer sacrément la donne de donner des leçons à ceux qui sont déjà en train de fonctionner comme ça. J'ai la certitude que ces peuples sont des vieilles démocraties qui ont vécu des chaos des situations de l'histoire. Et que l'extrême droite et le populisme y fleurissent sur l'impuissance des politiques. Eh bien, nous devons avoir... Ce qui vous décourage parfois, Pas du tout. Au contraire, ça m'encourage. Parce que je rappelle, vous êtes maire d'Antibes, vous connaissez bien le sujet, hein, si j'ose dire, d'être confronté à sa droite, à son extrême droite, si j'ose dire, au Front National. Oui, oui, bon, le Sud-Est est un endroit dans lequel, effectivement, l'extrême droite peut exister. Eh bien, moi, je pense qu'il faut ni caricaturer, ni stigmatiser les électeurs. Un électeur qui vote pour les extrêmes, et d'ailleurs qui vote pour M. Mélenchon ou qui vote pour Marine Le Pen, c'est quelqu'un à qui, à un moment donné, qu'on a désespéré. Et donc, il faut lui redonner le chemin de l'espoir. Le chemin de l'espoir, ça passe par l'action. La santé, il ne faut vraiment pas... Hubert, vous voulez nous parler de... Bon, je voulais dire un mot d'ailleurs d'une étude, d'un sondage qui va être publié cet après-midi dans le Monde et qui indique que les idées du Front National continuent de s'installer. Je voulais simplement vous demander, puisque vous êtes dans le Sud-Est, que le Sud-Est, c'est... Vous êtes la droite humaniste, mais il y a surtout la droite populaire dans le Sud-Est. Est-ce que vous pensez que le travail de la droite populaire, vos amis Lucas, Thierry Mariani, combat le Front National ou bien l'aide à s'installer en popularisant ses idées? Plutôt que de poser le problème en ces termes, je vous dirais, qu'est-ce qu'attend le peuple? Le peuple, il attend de l'autorité et de l'humanité. On n'a pas besoin de moins d'autorité, on a besoin de plus d'autorité. Mais quand on donne plus d'autorité, il faut avoir plus d'humanité. S'il n'y a que de l'autorité et pas d'humanité, vous avez un système qui est brutal. Si vous avez que de l'humanité et pas d'autorité, vous avez un système qui est laxiste. La droite populaire, c'est trop d'autorité et pas assez d'humanité? Non, ce que je trouve, c'est qu'il y avait la droite populaire, elle parlait, elle avait raison de parler. Notre tort à nous, c'est de pas exprimer notre opinion. La majorité, elle doit être équilibrée entre humanité et autorité. Et je crois qu'il n'y a pas un qui doit compenser l'autre. Il y a plus d'autorité à avoir, parce que c'est une période dans laquelle il faut qu'il y ait une direction et qu'elle soit assumée, mais en même temps plus d'humanité, parce que c'est une période dans laquelle les plus fragiles et les plus vulnérables souffrent le plus, et on doit avoir une attention particulière pour eux. Les affaires concernant notamment la santé, le scandale des prothèses mammaires PIP, Jean Leonetti, le gouvernement a préconisé aux 30 000 femmes qui portent des prothèses fabriquées donc par la société PIP de les faire retirer dans l'année, car ces prothèses, on le sait, donc contiennent un gel qui pourrait être dangereux pour la santé. D'un point de vue éthique, quel regard vous portez sur cette actualité? Et puis ensuite, qui devra débourser l'argent nécessaire pour réparer ce scandale? Xavier Bertrand a raison, il a pris ses responsabilités et il assume les difficultés de ces femmes qui se trouvent devant ce risque. Et il n'est pas question de courir un risque. Maintenant, permettez-moi d'évoquer l'idée quand même que la médecine n'est pas un commerce et que, à force de développer le quantitatif, le bien-être factice, eh bien, on en finit par oublier le qualitatif et l'acte médical réfléchi. Et donc, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que la médecine, elle doit s'adresser aux malades, elle doit s'adresser bien sûr aux plus vulnérables, elle doit continuer, comme c'est le cas dans notre pays, d'être extrêmement performante et en même temps extrêmement assumée sur le plan social, mais pour autant, nous devons avoir une réflexion un peu approfondie sur la pertinence de l'acte. Pourquoi on fait un acte? Voilà. Oui, ça c'est, je vous entends, mais c'est le médecin qui parle. Mais enfin, alors bien sûr, je suis très heureux d'ailleurs que Frédéric Valletoux, le président de la Fédération hospitalière de France, ait posé des questions très pertinentes sur ce sujet. Là aussi, on peut faire moins et mieux.
Mais cela dit, comment à la fois faut-il réformer ou donner une nouvelle vie, une nouvelle jeunesse à nos autorités de dépistage, de prévention, de contrôle du médicament, qui quand même, on a le sentiment, laisse passer régulièrement des choses énormes. Je ne vais pas revenir sur le médiateur. On est en train de... Là, Le Monde nous alertait hier sur les injections anti-rides qui contiendraient des trucs épouvantables. Donc, il y a cette affaire de prothèse mammaire. Alors, on a bien vu que, on dit pique-pendre du marché de ces affreux libéraux que sont les Américains, mais enfin, la Food and Drug Administration, qui se charge de ces affaires-là, avait plusieurs fois, notamment, alerté les autorités françaises de ce que, notamment, les prothèses PIP n'étaient pas franchement à la hauteur. Et puis, bon, on a laissé passer. Je crois qu'il faut... Est-ce qu'on a un problème avec la régulation, la précaution, et avec l'autorité sanitaire, Jean-Léon Detty, dans ce pays? On avait un problème. Et je crois que les mesures qui ont été prises récemment par Xavier Bertrand sont des mesures qui vont dans le bon sens. Il faut que cette... Oui, mais enfin, entre-temps, on a 30 000 femmes qui ont des prothèses vous qui verrez marchent que pas. dans le Vidal, qui est le bouquin, un petit bouquin rouge dans lequel il y a des médicaments, vous verrez qu'il y a beaucoup de médicaments dont l'utilité est contestable et la nocivité avérée. Eh bien, je crois qu'il faut rentrer, là aussi, dans une autre ère, non pas de la toute permissivité, mais de la précaution efficace. Un médicament, c'est pas quelque chose d'anodin. Une chirurgie, c'est pas quelque chose d'anodin. Et il faut arrêter de faire penser à l'ensemble de nos concitoyens que tout ça peut avoir un énorme bénéfice et un risque nul. Quand vous avez un bénéfice par un médicament, vous avez un risque obligatoire. Il n'y a pas de médicament qui soit efficace et qui n'ait pas d'effet secondaire. Sinon, c'est un placebo. En tant qu'ancien président de la Fédération hospitalière de France, vous connaissez bien les problèmes liés à l'hôpital. Aujourd'hui, en France, on a pu lire notamment dans les échos des propositions choc des hôpitaux pour la présidentielle. Comment observez-vous, vous, aujourd'hui, cette actualité? Vous avez, vous, mis en place, entre autres, cette réforme de l'hôpital public. Je pense que les propositions qui sont faites par Gérard Vincent et Frédéric Valletoux, qui sont à la tête de la Fédération hospitalière de France, sont frappées au sceau du bon sens. Mettre les pieds dans le plat, notamment la Fédération hospitalière de France suggère qu'en cas de carence constatée, les hôpitaux soient autorisés à organiser au sein du territoire le maintien d'une offre de soins ambulatoires. Oui, c'est pour éviter quoi que les vétérinaires s'y mettent, c'est ça, comme on a pu voir en Alsace. Non, mais on n'a rien contre les vétérinaires, ils doivent avoir forcément un savoir médical certain, mais c'est étrange, quoi. Vous avez un endroit qui est désertifié. Oui. Voilà, il n'y a pas de médecin à cet endroit-là. Bon, et il en faut. Bon. Qu'est-ce que vous allez faire? Première solution proposée par les socialistes, on oblige le médecin à s'y installer. Bon, ça ne marche pas, ça ne fonctionnera pas, et le médecin n'ira pas. Bon. La deuxième solution, c'est de trouver, comme la réforme l'a mis en place, des mesures incitatives. Par exemple, je paye les études à un étudiant en médecine, il devient médecin, et il doit, en termes de remboursement, s'installer dans une zone désertifiée. Troisième solution, quand on se trouve dans une zone où il y a une forte intensité médicale, on oblige quand même le médecin à rester dans un secteur de remboursement total, au secteur 1. Et puis, quatrième solution, il n'y a vraiment personne qui veut y aller. On a fait toutes les mesures incitatives. Eh bien, qu'il y ait une maison de santé publique qui vienne suppléer la carence constatée de manière évidente par les autorités sanitaires, ça me paraît une bonne chose pour la population. Et vous approuvez toujours Frédéric Valletoux, Jean-Léon Detty, je rappelle président de la Fédération hospitalière de France, qui tout de même là met dans sa ligne de mire la fameuse T2A, la tarification à l'activité, dont il n'avait pas désapprouvé au départ forcément la mise en place, et dont il dit maintenant en fait que franchement, vu que c'est au volume d'actes que les choses sont jugées, il juge que tout ça n'est plus pertinent et qu'il faut et que la T2A ne peut plus servir de socle principal de financement parce qu'elle est inflationniste, dit-il. Alors là, bon, c'était la fameuse loi Bachelot. Hein. La T2A, c'est utile. Quelqu'un qui opère, un bloc opératoire qui opère 20 malades par semaine, il doit avoir plus de moyens que celui qui opère un malade par semaine. Oui, mais elle n'est plus adaptée aux exigences de santé publique, dit Valletoux, puisque prise en charge des malades chroniques, des précaires, des personnes dépendantes, ça ne marche pas. Si je suis d'accord avec Valletoux ou pas, ça me permettra effectivement d'aller dans le deuxième commentaire. Ça n'est pas tout. Ne confondons pas le moyen avec l'objectif. L'objectif, c'est de bien opérer des gens qui en ont réellement besoin. Donc, ça veut dire très clairement, oui, la T2A, c'est un indicateur.
Mais ce n'est pas le seul indicateur. Le qualitatif, la pertinence de l'acte, la qualité des soins doivent être des éléments qui doivent être autant pris en compte. Autrement dit, et pour le dire de manière plus brutale, si vous avez opéré 20 malades de la vésicule pendant la semaine et qu'une autre personne a opéré qu'un malade, vous devez avoir 20 fois plus de moyens. Mais si vous avez opéré 20 malades et que les suites opératoires sont mauvaises et qu'il y a 5 malades qui auraient pu ne pas être opérés, eh bien à ce moment-là, vous voyez bien que vous avez un autre élément que le quantitatif, c'est le qualitatif. Et pourquoi ? Parce qu'en réalité, vous avez un système qui est inflationniste. Si vous ne payez que l'acte, que vous ne payez que l'activité, vous poussez à l'acte, vous poussez à l'activité, et là, on peut faire mieux en faisant moins.